Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de La Voix est libre sur France 3 Bourgogne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la réforme du Code du travail, un code de 3809 pages pour sa version Dalloz 2015, un code souvent donc critiqué pour sa complexité. Alors faut-il pour autant l'alléger? Faut-il le simplifier? Nous allons en débattre avec nos 4 invités. Sandrine Mouret, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de la CGT en Côte d'Or. Pierre-Antoine Kern, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du MEDEF de Côte d'Or et du MEDEF de Bourgogne. Édouard Guerrero, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de Force ouvrière en Côte d'Or. Yves Barre, président de l'UPA Bourgogne, bonjour. Bonjour. L'UPA étant l'Union professionnelle artisanale. Alors à la maison, je vous rappelle que vous pouvez poser directement vos questions à nos invités via notre site internet bourgogne.france3.fr. Et puis je précise également que nous avions aussi invité d'autres syndicats, la CFDT, la CFTC, la CGC, qui ont une autre approche, il faut le dire, que celle de FO et de la CGT, mais que tous ces syndicats n'ont pas pu répondre favorablement à notre invitation. Alors, la ministre du Travail devait présenter mercredi les pistes retenues pour simplifier le Code du travail. Finalement, Myriam El Khomri rendra sa copie à Manuel Valls mercredi prochain, le 4 novembre, avec un objectif, on peut dire ambitieux, à savoir refonder le modèle social. Un petit tour de table sur cet objectif. C'est une bonne idée, Pierre-Antoine Kern? C'est une priorité, c'est une nécessité, la refonte du dialogue social? Alors, du dialogue social et du droit du travail, on en parlera, j'imagine, tout à l'heure. Oui, parce qu'on sait que les réformes qui fonctionnent dans ce pays sont des réformes qui associent les partenaires sociaux. Donc, il faut évidemment multiplier les accords et arriver à réformer ce pays pour être plus compétitif. Je rappelle quand même que le contexte, c'est quoi? C'est un pays qui aujourd'hui souffre de rigidité, de trop de normes. Et il faut aujourd'hui arriver à libérer les entreprises pour qu'elles soient compétitives. Alors, rigidité, puis on dit aussi que le dialogue social est souvent compliqué en France. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, Sandrine Mouret, vous? Moi, je vais déjà répondre à votre première question, c'est-à-dire que faut-il revoir effectivement le Code du travail? Nous, pour la CGT, on dit oui, effectivement, revoir le Code du travail, parce que de plus en plus, au regard de ces dernières années, on voit que de nombreuses mesures ont été prises pour déroger à la loi, donc au Code du travail. Donc il devient de plus en plus complexe et de moins en moins protecteur pour le salarié. Donc effectivement, on regarde la mutation du salariat, des nouveaux emplois, du télétravail, du numérique, des normes, on voit qui bougent entre le salarié et les indépendants. Oui, effectivement, nous sommes partants pour revoir le Code du travail, mais pour qu'il soit plus protecteur pour les salariés, pour un ensemble plus grand du nombre de salariés et l'ensemble, en prenant en compte l'ensemble des mutations du travail. Alors, Yves Barre, j'imagine que vous êtes aussi favorable à une réforme du Code du travail, à la refonte Vous qui représentez les petites entreprises, l'artisanat notamment, il existe le dialogue social dans ces petites entreprises? Il fonctionne? Alors le dialogue social dans les petites entreprises, il existe et il fonctionne. On a mis en place il y a quelques années des commissions paritaires régionales interprofessionnelles dans l'artisanat. Et je peux vous dire que, et je peux même prendre à témoin Édouard Guerrero, puisqu'il a fait partie de la CPRIA à un moment donné, je peux vous dire que ça fonctionne et ça fonctionne très bien. La CPRIA de Bourgogne a produit des choses. On a notamment un livret d'accueil qui va tout prochainement sortir à destination des salariés de l'artisanat, en associant les chefs d'entreprise pour un dialogue encore plus étayé et encore plus argumenté entre le salarié, le nouvel embauché et le chef d'entreprise. Et puis nous venons de sortir au mois de mai, le fruit d'un long travail, ce qu'on pourrait appeler un comité d'entreprise à destination des salariés et des artisans pour, je dirais, compléter un panel d'avantages et d'offres pour les salariés de l'artisanat. Sur la question du Code du travail, je vais quand même répondre. Bien évidemment que je suis tout à fait favorable à ce qu'on se penche sur le Code du travail qui, vous l'avez rappelé, est beaucoup trop complexe. Un petit peu de retour en arrière. En 1974, on avait très peu de chômage. On avait un Code du travail qui pesait 300 grammes. Aujourd'hui, on est à plus d'1,4 kg et ça s'est alourdi au même rythme que le pourcentage du chômage. Je veux pas y voir là un lien de cause à effet, mais on peut s'interroger quand même
Aujourd'hui, dans la situation de chômage de ce pays, s'il n'y a pas moyen, en retouchant certaines choses, de fluidifier un peu les rapports entre salariés et entreprises. Alors, on va essayer de développer tout ça, mais tout d'abord, pour finir ce tour de table, Édouard Guerrero. Alors, Jean-Claude Mailly dit, lui, qu'il est donc favorable au débat sur la négociation collective, mais en même temps, FO est contre la réforme du Code du travail, si j'ai bien compris. Alors, est-ce qu'on peut débattre sans réformer derrière? Alors, Jean-Claude, effectivement, s'est exprimé sur le sujet. Nous ne sommes pas fondamentalement contre une discussion sur le Code du travail, à condition qu'il y a des conditions, à condition qu'on ne réduise pas les droits des salariés. Parce que ce que nous voyons poindre aujourd'hui quand même dans toutes les discussions, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes, par exemple. On pourra peut-être en débattre après, en avançant dans le débat. Nous avons toujours été présents lorsqu'on nous a posé la question et lorsqu'on nous a concertés, consultés. Le Code du travail a déjà été recodifié. Nous y avons travaillé à un moment donné. Il y a des choses qui ont été faites. Le Code du travail peut évoluer. Il évolue d'ailleurs. La jurisprudence le fait évoluer naturellement, le Code du travail. Alors Yves Barre disait tout à l'heure que le Code du travail pesait 700 grammes ou 400 grammes, 300 grammes, et maintenant il pèse 1,4 kg. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faisait 3900 pages. Mais c'est toujours pareil, 3900 pages, vous prenez le code du travail aujourd'hui annoté. Alors évidemment, ce code du travail, il est énorme, il y a des annotations, la jurisprudence, il y a tous les textes dedans, mais nous sommes bien dans une société moderne, hein, il me semble. Il faut des codifications. Je dis toujours, par exemple, s'il n'y avait pas le code de la route, on aurait des morts à tous les coins de rue. Il faut bien ce code du travail, il est nécessaire pour protéger le salarié. Il n'est pas remis en cause d'ailleurs. Il est pas mis en cause, excusez-moi, mais l'inversion de la hiérarchie des normes, on pourrait le prendre, le mettre à la poubelle, ainsi que les conventions collectives. Parce que le président de la République a dit qu'il était hors question de revoir la hiérarchie des normes. Vous croyez ? Écoutez, pour l'instant, nous, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans la recodification, enfin, dans les simplifications qu'on nous propose pour l'heure. Je vous donne une réponse à votre question sur le fait que l'on soit inquiet. C'est la lettre du président, du Premier ministre à Jean-Denis Combrexel pour son rapport. Une de ces phrases. Laissez-moi juste préciser en fait, M. Combrexel a émis un rapport qui est un peu la base des discussions pour la réforme de ce code du travail. Voilà, une de ces phrases qui légitime nos inquiétudes, c'est que les partenaires sociaux ne se saisissent pas suffisamment des souplesses que la loi leur donne pour déroger au cadre réglementaire standard. Donc la lettre du Premier ministre, c'est dire, voilà, il y a un cadre, il faut que les partenaires sociaux, dans le cadre du dialogue social, puissent s'emparer de négociations pour pouvoir y déroger, c'est-à-dire pour faire du moins-disant par rapport à la loi. C'est ça qui nous rend inquiets. Il y a bien le président de la République qui nous dit, effectivement, ça ne sera pas possible, mais la lettre de mission du Premier ministre à Jean-Denis Combrexel, c'est ça. Vous confirmez, Pierre ? Alors, je n'ai pas lu cette lettre, mais ça me convient très bien. Enfin, effectivement, l'inversion des hiérarchies des normes. Il faut comprendre que l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'on peut négocier dans l'entreprise et ça primera sur... On explique. Il y a le Code du travail, c'est la loi. Donc, pour nous, et dans le cadre de notre pays, la loi doit être garant de l'intérêt général, de la protection de l'ensemble des salariés, avec un paquet de garanties pour tous les salariés, quelle que soit leur entreprise, leur lieu de travail ou leur métier. C'est un paquet qui garantit le statut et un ensemble de droits pour les salariés. Après, du secteur privé. Voilà, du secteur privé. Après, vous avez des négociations de branche, grand secteur d'activité, et vous avez des négociations d'entreprise. Pour le moment, et encore, on voit que ça change, pour le moment, il y a un paquet de lois qui garantit, en plus, il y a des négociations de branche qui doivent être supérieures à la loi, qui doivent améliorer les conditions et le statut des salariés, et après des négociations d'entreprise qui doivent encore améliorer, mais tout en prenant la spécificité des secteurs et des entreprises. L'inversion de la hiérarchie des normes, c'est que les négociations d'entreprise peuvent être moins bien que les négociations de branche et encore moins bien que le Code du travail. Et ça, vous êtes favorable alors, M. Kern ? Oui, absolument, parce que ce que évoque Mme Mouret, à savoir ce qui existe jusqu'à présent, c'est ce qui nous garantit surtout un taux de chômage 2 fois supérieur à nos voisins, qui ont aujourd'hui des réglementations en matière de droit du travail plus souples que les nôtres et qui ont des taux de chômage de l'ordre de 5%, voire pour certains de 3%, quand nous sommes toujours supérieurs à 10% et que nous sommes souvent proches de 11%. Donc je crois qu'aujourd'hui, le modèle tel qu'il existe est arrivé à sa fin. 11% de taux de chômage, ce n'est pas admissible.
Donc aujourd'hui, il faut permettre aux entreprises de pouvoir s'adapter. Nous sommes dans des marchés où il y a une concurrence internationale, d'une part, avec des concurrents qui eux-mêmes disposent de droits du travail beaucoup plus souples que les nôtres. D'autre part, nous avons des clients de plus en plus exigeants qui nous demandent de réagir de plus en plus vite. Et pour cela, il faut donc que les entreprises puissent s'adapter au plus vite et au plus près de leur marché. Et ça suppose que plutôt que d'avoir un cadre réglementaire très important, on en a parlé, 3800 pages, qui bloque beaucoup d'initiatives, il faut que la loi définisse le minimum de choses essentielles et qu'on laisse au plus près de l'entreprise les possibilités de négocier. C'est la vraie démocratie. Que dans une petite entreprise, une moyenne entreprise, on puisse négocier avec ses salariés des conditions différentes de celles qui sont celles d'une entreprise qui est à 300 km d'un concurrent, mais c'est une bonne chose pour pouvoir s'adapter à nos marchés. C'est essentiel. Avant de laisser répondre M. Guerrero, juste une confirmation. Pour vous aussi, M. Bas, le Code du travail est un frein à l'embauche, comme on l'entend souvent, parce que ce n'est pas vraiment ce que dit notamment le FMI. Si j'ai bien lu ses perspectives 2015, il dit que finalement, le Code du travail et les règles du travail n'ont pas vraiment d'incidence, je crois, sur la productivité et la croissance. Alors, est-ce que concrètement, dans les entreprises, c'est quand même un frein? Alors, la base pour l'embauche, c'est le travail. Hors de ça, vous n'avez pas de travail, vous n'embauchez pas. On aura beau s'il n'y a pas de code du travail, on n'embauchera pas plus que s'il y en a. S'il y a des demandes, vous voulez dire des commandes. Ceci dit, il est quand même un fait qu'aujourd'hui, ce qui paralyse le plus, et surtout dans les très petites entreprises que je représente, c'est d'abord l'insécurité qui est liée à l'évolution permanente des textes et du Code du travail. Entre autres, c'est le manque de stabilité. C'est le manque de stabilité, ça c'est sûr. Et puis, pour reprendre la question que vous évoquiez tout à l'heure, certes, on est pour que les choses évoluent. Par contre, je ne suis pas pour, et nous ne sommes pas pour l'inversion des normes. Chaque chose à sa place. Et nous ne sommes pas pour non plus le fait que tout soit renvoyé aux accords d'entreprise, puisque dans les très petites entreprises, ça voudra dire que... Ce serait très compliqué. Mais ce n'est pas très compliqué, c'est juste impossible. Et de ce fait, ça exclura de la possibilité d'accord 97% des entreprises de ce pays. Édouard Rigaud. Alors, je vais quand même reprendre un petit peu depuis le début. Le dialogue social. Alors, le dialogue social, nous sommes pour le dialogue social, bien entendu. Ça n'échappe à personne. Par contre, ça dépend de la méthode utilisée. Parce que si on nous amène des textes ficelés déjà à l'avance, et puis qu'on nous dit voilà comment on va faire, et puis qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de négociation, alors à ce moment-là, le dialogue social est faussé. Nous le disons. Alors, pour répondre à M. Kern, vous êtes d'accord avec moi que les chômeurs, c'est quand même pas le Code du travail qui les a produits. C'est le manque d'activité quand même dans ce pays. L'austérité, depuis des décennies aujourd'hui, a créé des conditions d'une croissance zéro partout. Vous savez, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je recrute. Avec moi, si vous aviez de l'activité, vous embaucheriez beaucoup plus facilement. Il ne faut pas dire que c'est le Code du travail qui vous empêche d'embaucher. Si, bien sûr. Qu'est-ce qui vous empêche d'embaucher? C'est les articles concernant les élections, c'est les articles concernant l'organisation du contrat de travail. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Code du travail? On a mis des textes, on écrit des textes pour organiser les relations entre employeurs et les salariés. Alors, vous savez, la différence... On n'a pas mis des textes pour limiter, si vous me posez une question, pour limiter la croissance, monsieur Kern. Je vais peut-être vous répondre quand même. Oui. Allez-y. Interviewez des chefs d'entreprise, vous verrez qu'aujourd'hui, le Code du travail est totalement anxiogène. C'est-à-dire que, comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise puisse connaître chaque article d'un ouvrage qui fait 3800 pages? C'est juste impossible. Il faut qu'aujourd'hui, ce Code du travail soit totalement simplifié et surtout soit moins anxiogène pour les chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des licenciements qui coûtent des dépôts de bilan. En réalité, moi j'ai été conseiller prud'homme, vous savez. J'ai vu des entreprises déposer le bilan à l'occasion de licenciements. Par méconnaissance des textes. Mais monsieur Kern, à cause des dommages d'intérêt monsieur versés, Kern, bien sûr. Personne ne peut apprendre... Enfin, on ne nous demande pas d'apprendre le Code du travail par cœur. Ce Code du travail, c'est un outil pour défendre, pour régler les relations entre l'employeur et le salarié. Ni vous, ni moi, ni Sandrine, ni Yves Barre ne vont apprendre le Code du travail par cœur. Il faut laisser ça à des spécialistes. C'est pour régler les problématiques qui peuvent surgir. Écoutez, ça régit la vie du travail. Vous avez beaucoup de difficultés pour licencier les salariés aujourd'hui dans les entreprises? Bien sûr. Ah bon?
La DARES vient à publier moi, il me les semble qu'il n'y en a chiffres. pas beaucoup de difficultés pour 650 licencier 000 suppressions les d'emplois entreprises. par an. 2014, 655 000 suppressions d'emplois. C'est pas très dur de licencier. Hein. Chiffre de la DARES, pas de la CGT. Et pour compléter pour Édouard, vous parlez de la complexité du Code du travail. Mais qu'est-ce qui rajoute des pages au Code du travail? C'est les multiples dérogations, justement, qui ont été incluses au Code du travail. Sur le temps de travail, on peut y déroger, on peut travailler plus. Regardez, il y a une dernière note de la Directe qui permet aux salariés, notamment de l'agriculture, de travailler jusqu'à 60 heures. On voit aussi des dérogations sur le contrat de travail, contrat à temps partiel. On voit également des dérogations sur le repos dominical. On voit également justement des dérogations sur le dernier accord qui a été signé par le MEDEF sur les contrats à temps partiel 24 heures, où il y a de multiples dérogations, où on peut travailler moins de 24 heures. La lourdeur du Code du travail vient en grande partie à toutes les dérogations qui ont été ajoutées au Code du travail. Et si vous voulez, M. Kern, je vous propose, je vous fais un deal. On va alléger le Code du travail. Hein, sur le temps de travail, voilà. On va réduire le Code du travail à 2 phrases sur le temps de travail. Le temps de travail, c'est 35 heures. Toute heure supplémentaire sera majorée. Point. On ne peut pas y déroger. Et là, on enlève 40 pages du Code du travail. Et là, vous verrez que, tout le monde sera au courant de la législation sur le temps de travail. Mais j'imagine que M. Kern pourrait être d'accord si derrière il y a des accords de branche ou des accords d'entreprise qui vont sans y déroger. Non, M. Kern veut des accords d'entreprise. On fait des réponses pour moi. Alors laissez répondre M. Kern quand même, qui a beaucoup été interpellé. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dérogations qui font la lourdeur du Code du travail, ça on peut l'admettre. Parce que précisément ce code est mal fait, et donc il faut d'une part effectivement prévoir des dérogations, mais d'autre part c'est toute la jurisprudence aussi qui fait évoluer ce code, il ne faut pas l'oublier. Enfin, je veux dire, moi qui ai l'expérience d'avoir été conseiller prud'homme, c'est excessivement difficile de juger des affaires aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'avocats qui se mettent en piste pour éclairer le débat, mais c'est d'une complexité incroyable. Donc comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise, parce que vous dites c'est réservé aux spécialistes le Code du travail, mais pas du tout, c'est ce qui régit la relation de travail entre les salariés et le patron. C'est juste essentiel. Donc aujourd'hui, un patron qui ne peut pas comprendre comment ça fonctionne, vous parliez du Code de la route, si demain on multiplie les signaux, les panneaux et qu'on n'y comprend plus rien, il y aura beaucoup d'accidents. Et c'est ce qui se passe dans le Code du travail. Donc aujourd'hui, il faut simplifier et donner de la liberté, davantage de liberté aux chefs d'entreprise. C'est cela qui permettra de relancer en partie l'économie. Il faut d'autres choses aussi, baisser les prélèvements obligatoires. Mais c'est les 2 grands points qui permettront à l'économie française de redémarrer et donc d'être en mesure de financer un modèle social correct. Alors, je voudrais revenir sur ce qu'a dit aussi le président de la République lors de la conférence sociale du 19 octobre. Il a rappelé les lignes jaunes. Il a affirmé que la réforme ne concernera ni la durée légale dont vous parliez justement, la durée légale du travail, ni le SMIC, ni le contrat de travail, notamment le CDI. Alors, sur quoi peut-on encore négocier? Est-ce que pour vous, il y a de la déception? Est-ce que pour vous, ça peut être une forme de soulagement et de soulagement? Si c'est réel, exemple, si on peut y déroger, exemple, l'accord Smart, dont tout le monde a parlé. Donc 35 heures. Là où il y a le point sur la durée du travail, c'est le déclenchement des heures supplémentaires. C'est-à-dire que pour le moment, actuellement, le déclenchement des heures supplémentaires, c'est au-delà de 35 heures. Et on voit bien qu'il y a de multiples accords qui veulent y déroger. Regardez, Smart, on vous propose de travailler 39 heures et vous serez payé 37. En gros, 2 heures gratos. 2 heures de travail gratuit. Eh bien, nous, ça nous inquiète. Et c'est là le problème. Et on renverrait à des accords d'entreprise sur le déclenchement des heures supplémentaires. Là où ça nous inquiète, c'est qu'en faisant ça, en multipliant ça, en faisant ça, le cadre légal du travail en France, c'est que vous auriez des salariés qui ne seraient absolument pas protégés, qui n'auraient pas les mêmes droits selon leur entreprise. Vous êtes dans une petite entreprise, qui, souvent, des fois, est victime de la sous-traitance, et qui est victime du désir état du donneur d'ordre, par exemple. Les marges de manœuvre, elles ne sont pas grandes dans cette entreprise. Le donneur d'ordre, il dit, voilà, moi je veux une commande à tel prix, vous débrouillez. Eh bien, les marges de manœuvre, comment va s'opérer le dialogue social dans cette petite entreprise? Il n'y a pas de marge de manœuvre. Dans une grande entreprise où il y a peut-être des organisations syndicales et un rapport de force plus conséquent, peut-être que les salariés pourront s'organiser pour pouvoir avoir de meilleurs droits. Donc, on voit que la dérogation à l'entreprise va multiplier l'ensemble des droits des salariés et surtout les rendre très inégalitaires.
Chaque salarié n'aurait pas les mêmes droits selon l'entreprise, selon le lieu et selon le rapport de force qu'il a dans l'entreprise. C'est très inégalitaire. Et je comprends pourquoi M. Kern aimerait bien avoir ça, parce que c'est bien évidemment le rapport de force de l'entreprise. Et quand on procède, notamment chez les sous-traitants, à un dialogue social qui se résume à du chantage à l'emploi, c'est-à-dire voilà, pour pouvoir avoir la commande, le donneur d'ordre, il nous donne que ça, donc c'est ou vous travaillez plus, où on licencie 2000 personnes. Le dialogue social ne peut pas se résumer à ça. C'est bien pour ça que le lieu de la négociation doit être la branche et pas l'entreprise. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, si on ramène le lieu de négociation dans l'entreprise, ça exclut de la possibilité de dialogue et de la possibilité d'accord 97% des entreprises françaises et 97% des salariés qui travaillent dans ces entreprises. À partir du moment où le dialogue s'instaure au niveau de la branche, ça préserve aussi les conditions d'une concurrence entre les différentes entreprises. Alors que si on renvoie à des accords d'entreprise, on aura du dumping d'une entreprise à l'autre. Bien sûr. Mais bien sûr, c'est tout à fait évident. Bon, la position, on partage en partie la position, bien entendu. Monsieur Kern, le dialogue social dans certaines entreprises, il est déséquilibré. Vous ne pouvez pas affirmer que le dialogue social, il est tranquille dans les entreprises. Il est déséquilibré dans certaines entreprises. En plus, le cas que tu viens de citer, c'est une entreprise où il n'y a aucune difficulté financière. C'est pour se projeter dans l'avenir jusqu'à 2020. On dit on va faire cet accord pour pouvoir avoir des parts de marché, etc. Mais il n'y a même pas de difficulté dans cette entreprise. Qu'est-ce qu'on est en train de déclencher? Alors, si ce n'est qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a un dogme derrière tout ça. On sent qu'il y a un dogme. Non, il n'y a pas de dogme. Ah, excusez-moi, on sent bien que le MEDEF aujourd'hui obtient tout de ce gouvernement et que vous avez raison de revendiquer, M. Kern. Vous on avez est raison, juste dans le pragmatisme. On vous donne quand tout. Vous décrétez que cette entreprise Smart ne rencontre pas de difficultés, mais quand savez-vous? Vous n'êtes pas au conseil d'administration. Vous ne savez pas. Mais enfin, attendez, c'est pas parce qu'il y a un bilan à un instant T qui va donner. Ça a été dit. C'est quand même plus compliqué que ça. Non, mais attendez, c'était dit par qui? Ça a été dit. Non, mais. Écoutez, je crois que les chefs d'entreprise ne sont pas des gens qui sont des sadiques. Ils ne sont pas là pour vouloir le plus grand mal à leurs salariés. Ce n'est pas la question. Simplement, il faut pouvoir donner une plus grande liberté aux chefs d'entreprise en matière d'ajustement sur le plan du recrutement et puis éventuellement du licenciement si c'est nécessaire. Et puis permettre l'ajustement. Alors, au niveau des branches, on est d'accord avec Yves. Bien sûr. Quand on peut le faire au niveau des branches, c'est une bonne chose. Mais s'il y a des cas particuliers à traiter au niveau de l'entreprise, il faut pouvoir également le faire. Maintenant, on peut peut-être aborder les autres sujets parce qu'il y avait quand même... Non mais, je sais pas. Faites mon boulot, tiens. Non, mais par exemple, sur le temps de travail, aujourd'hui, il y a des normes au niveau européen. Pourquoi ne pas adopter en France les normes européennes? Enfin, moi, je pose la question. Ça nous mettrait... Mais moi, je vous réponds, monsieur Kern. Ça nous mettrait à équité... Ça se fait déjà. Non, c'est pas le cas. Mais si, vous savez très bien les multiples... Je vous en ai cité, les multiples dérogations au temps de travail, elles se font. La norme européenne, c'est 48 heures. Et il y a des salariés... Calculés sur 16 semaines. Il y a des salariés... Oui, vous voulez les faire travailler 48 heures, combien de temps? Calculés sur 16 semaines. Et regardez, il y a même dans l'agriculture jusqu'à 60 heures. Ici, là, sur les côtes de Beaune, les salariés travaillent jusqu'à 60 heures, autorisation de la directe. Alors, je connais pas le domaine. Mais je veux pas répondre. On est consultés, nous. Donc, voilà, mais vous le savez, les multiples dérogations. Le temps de travail des salariés en France, c'est 39,9 heures. C'est pas les chiffres de la CGT, c'est les chiffres de l'INSEE. Alors ne dites pas qu'ils ne travaillent que 35 heures. Il y a de multiples dérogations. J'ai vu 37,6, mais bon. Alors c'était plus que l'Allemagne. Ça dépend si on prend l'ensemble des ETP, des équivalents temps plein, ou si on prend l'ensemble du temps de travail. Et pour le temps de travail, les salariés qui sont contraints des temps partiels imposés, mais ces salariés-là, et notamment ces femmes, dans la grande distribution, aimeraient bien travailler plus, elles, mais elles n'ont pas le choix. Parce que dans la négociation, quand ces salariés veulent travailler plus, vont voir leur patron, mais dites donc, moi j'ai un contrat à 18 heures, j'arrive pas à vivre, j'aimerais bien travailler jusqu'à 35 heures. Ben, le patron, il leur dit quoi? Non. Non, il n'y a pas de négociation possible. Voilà ce qui se passe, la réalité. Et ces salariés aimeraient bien travailler plus. Donc ce n'est pas une histoire de dogmatisme. Donc la réalité, il faut aujourd'hui permettre aux entreprises d'être plus en capacité d'embaucher, d'arriver à des systèmes vertueux où entre 3 et 5% de taux de chômage. En réalité, c'est le salarié qui choisit son entreprise. Et c'est ce vers quoi on doit tendre. Et tous les freins que vous mettrez en bétonnant le droit du travail, en faisant une ligne Maginot avec l'efficacité qu'on lui a connue pendant la Seconde Guerre mondiale quand même. Donc, plus vous bétonnerez le droit du travail, plus vous créerez de conditions pour que le chômage progresse. Il faut
Monsieur Attendez, Kern, Monsieur Guerrero, peut-être. Il faut Alors, libérer moi, aujourd'hui je voudrais les dire- chefs d'entreprise pour leur donner plus de liberté. Alors, vous en avez des libertés, M. Kern. Plein. Ouais. Flexibilité. L'accord sur la flexi-sécurité, à un moment donné, qui a été donné, vous avez obtenu cet accord sur la flexibilité. Mais- Vous l'avez. j'arrive Vous l'avez pas à aujourd'hui. comprendre. À l'époque, c'était le Graal. On allait créer des milliers d'emplois. D'ailleurs, votre président se promenait avec un pins, 1 million d'emplois créés. Où est-ce qu'ils sont liés, 1 million d'emplois créés? La flexibilité, Il y avait des M. Kern. conditions. Hein, Oui, Monsieur Kern, vous savez combien il y a eu de ruptures conventionnelles signées? Rupture conventionnelle, vous savez ce que ça veut dire? Oui, il n'y a plus C'est la d'émission. rupture d'un CDI. Il y a plus d'1 700 000 ruptures conventionnelles qui ont été signées. Vous savez C'est-à-dire pourquoi qu'il il n'y a eu plus de démission, hein. destruction. Ça n'existe plus. Hein. Oui, bon. Bah Pardon oui. Les démissions, ça n'existe plus. C'est des pas une ruptures démission, la conventionnelles. rupture Bah, conventionnelle. bien sûr que si. Toutes les démissions sont des ruptures conventionnelles aujourd'hui. Enfin, Bon, alors, si vous on ne voulez. va pas être hypocrite quand même. Rupture conventionnelle. Moi, j'appelle ça rupture conventionnelle, c'est comme ça que c'est codifié. 1 700 000. Vous avez des possibilités quand même de flexibilité, non? Attendez. 1 700 000 Aujourd'hui, licenciés. quand un salarié vient vous 1 voir... 700 000 CDI détruits depuis 2008. Mais non, bien sûr que non. Et vous me dites, ah ben il n'y a pas Mais non. de flexibilité, Mais pas non, de c'est moyen faux. de licencier les gens. C'est pas ça. C'est faux. Non, c'est faux. Faut pas faire d'amalgame, Edouard. Les ruptures conventionnelles sont pas qu'à l'initiative des employeurs. Ah hein. oui, Bien sûr, bien sûr. mais Donc, quand on je peut vous les parle de refuser, non flexibilité, Quand tu dis que c'est 1 700 000 Mais quand on parle de emplois flexibilité- détruits, c'est aussi une façon de quitter son entreprise pour un Oui. salarié. Et c'est D'accord. pas forcément la volonté du patron que de se séparer des Oui. 1 700 000 Oui. employés concernés. Oui, Dire que mais, des emplois moi je les détruits, vois, c'est faux, je les parce qu'on vois recrute alluder, derrière ils pour viennent remplacer. alluder pour qu'on les aide à rédiger leur rupture conventionnelle. C'est pas la grande majorité, c'est pas à l'initiative du salarié. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, il y a une tension dans l'entreprise et c'est une façon. Mais ce que je veux dire par là, M. Kern, c'est pas que je suis pas contre, puisqu'on était signataire à l'époque de cet accord concernant la rupture conventionnelle. Je dis qu'il y a possibilité pour vous aujourd'hui de licencier, parce que je vous ai lu à un certain moment dans certains journaux, vous disiez il faut la possibilité de licencier pour mieux embaucher. Vous aviez dit quelque chose C'est comme ça, ça. absolument ça. Après, quelque chose comme ça. Bien sûr. Bon, ben, vous avez ces possibilités-là aujourd'hui. Vous avez ces possibilités. Et vous en voulez encore plus. Non. Je vais vous donner un exemple. Il suffit qu'il y ait un début de contentieux entre un salarié et l'employeur pour que de toute manière, il soit impossible de fonctionner avec une rupture conventionnelle. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que vous ne le présentez. Je vous rappelle que j'ai vu, alors à l'époque, encore pas trop de requalification de ces ruptures conventionnelles, parce que j'ai quitté le Conseil de prud'homme depuis quelques années. Mais on voit bien que dès qu'on instaure un nouveau dispositif, il est de toute manière, de par la nature même du droit français, en capacité d'être discuté. Et c'est ça qui, d'ailleurs, nous pose problème. C'est-à-dire, même si on met en place des dispositifs, de toute manière, on est dans un système judiciaire qui fait que ça peut être remis en cause par un juge. Donc, et voilà, donc on est très très contraint aujourd'hui dans notre Voilà, pays rupture sur ce plan-là. conventionnelle, M. Kern. Alors le temps de travail, le temps passe vite. En tout cas, il va être bientôt midi. On va continuer cette discussion dans un instant, mais on va s'interrompre quelques minutes pour jeter un coup d'œil sur l'actualité régionale de ce samedi midi. Le flash est présenté aujourd'hui par Arnaud Lefebvre et on se retrouve donc juste après, dans 5 minutes. À tout de suite.